Parce que moi, je vais bien évidemment vous parler de framework full stack. Ça m'a du coup donné une petite demi-heure de réflexion pendant que j'écoutais François, qui en soi a raison. Il a parfaitement raison. Les frameworks full stack, c'est un peu 2010. Après, effectivement, on a une résilience de notre marché. Donc moi, je vais quand même vous parler évidemment de Symfony 2 et de contenu. Donc en préambule, je m'appelle Bertrand Dunogier, je suis lead ingénieur d'extensibilité chez Easy Systems, l'éditeur d'Easy Publish. Donc acteur assez ancestral du monde du PHP. La boîte existe depuis 1999, est une boîte norvégienne. On est présent en Norvège, en Suède, en France, en Allemagne, au Japon et à New York. Et notre ingénierie est à Lyon, dans le centre de Lyon. On est une petite équipe et notre produit central est toujours Easy Publish, c'est en train d'évoluer, c'est ce que je vais un peu vous présenter, que vous trouverez sur GitHub, qui est un CMS en GPL. Donc déjà, on va revenir à nos fondamentaux, se poser une question simple, pourquoi est-ce qu'on fait du dev? Pourquoi est-ce qu'on fait principalement du dev visant à être rapide? Le rapide est relativement évident pour gagner du temps. Pourquoi gagner du temps? Pour gagner de l'argent et livrer plus rapidement ce qu'on doit livrer. Et le web, de manière générale, permet de répondre aux attentes d'un client. Les attentes du client vont être multiples. Ça va être un retour sur investissement de manière générale, l'investissement étant donc du temps, et le retour étant de la visibilité, des ventes, de la popularité, de l'argent, absolument tout ça. Au centre de tout ça, on va retrouver un élément commun, qui est celui qui fait que je fais le travail que je fais au quotidien avec mes collègues, qui est simplement centré sur le contenu. Donc oui, je me suis permis, j'ai beaucoup hésité à mettre une citation de Bill Gates. C'est attribué à Bill Gates son fameux « content is king », qui dit en fait que la majorité des revenus se feront à partir du contenu sur Internet, tout comme on l'a fait à partir de la télévision. A priori, il a raison. Tout montre qu'il avait raison sur ça. Par rapport à Bill Gates, certains diront qu'il a dit ça. J'ai fait des recherches, vu qu'un collègue très linuxien m'a trollé. Non, Bill Gates n'a jamais dit ça, ça a été sorti de son contexte, c'est faux. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette histoire de contenu qui est roi. Et cette histoire de contenu, jusqu'à maintenant, on a souvent résolu ça avec des CMS. On peut parler de Drupal, de WordPress, d'Easy Publish dans notre cas. Et les CMS s'apparentent quand même plutôt à des usines à gaz. Donc ça, c'est une vraie usine à gaz, en l'occurrence, c'est le moteur d'une fusée. Donc ça crache du gaz. Et oui, les CMS sont dans l'ensemble des usines à gaz. Pour historique, jusqu'à il y a quelques années, Easy Publish était une application PHP 4.5, c'est-à-dire PHP 5 mais pas tout à fait, qu'on a maintenu de plus en plus difficilement, qu'il y avait une dizaine d'années. Mais entre-temps, le monde a changé. Et le monde a changé, et on s'est rendu compte de ce changement. Et avec le monde, le web a changé. On n'est plus limité à notre ordinateur. On pense maintenant à des plans de travail tactiles permettant de regarder sa recette de cuisine pendant qu'on fait à manger. On a des montres connectées, on a des télévisions connectées, des micro-ondes connectés, des frigos connectés. Le web change et le contenu doit suivre, parce que cette table de travail tactile a toujours des recettes de cuisine. Ces recettes de cuisine sont du contenu. Ce contenu a ses contraintes et ses particularités. Mais un des changements qui est arrivé avec tout ça, avec ce changement de complexité des frameworks web, là vous allez pouvoir rire, entre autres Symfony 2. En l'occurrence, pour résumer plus simplement, les frameworks modernes centrés autour d'HTTP. Parce que tous ces éléments que l'on voit, et heureusement pour nous, se sont retrouvés centrés sur ce bon vieux protocole HTTP défini il y a, à mon avis, longtemps, et dont on s'est rendu compte un peu par miracle vers 2010 qu'en fait c'était un très bon protocole, avec une sémantique très claire, permettant de lire des choses, de créer des choses, de supprimer des choses, et qu'on avait beaucoup sous-utilisé. Mais ce CMS dont on parlait, qu'on a utilisé, qu'on a développé, qu'on a maintenu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre CMS? On a une sorte de bloc de granit avec un monde qui bouge. En général, si on blende un bloc de granit, on a un résultat assez médiocre et un blender cassé. Mais nous avons de la chance. D'ailleurs, c'est amusant de voir que les éléments clés de ces changements, en fait, ont tous été plus ou moins mentionnés dans les présentations récentes. Hier, on avait Jordi qui nous parlait de Composer. On a reparlé de Composer avec François, on a parlé micro-framework. PHP depuis quelques années, et c'est quelque chose qu'on ressent tous parce qu'on a vécu ce changement en même temps. Il y a 2-3 ans, on a décidé de réécrire Easy Publish et de le réécrire sur base d'un framework. Et dans les frameworks, on a regardé, et avec assez peu d'hésitation, choisi Symfony. C'est un choix qu'on n'a pas du tout eu à regretter pour l'instant, jusqu'à il y a une demi-heure en ce qui me concerne. Même si je ne dirais pas qu'on l'a regretté.
Avec Composer, on s'est retrouvé avec Packagist, on a GitHub, qui a changé nos vies au quotidien, complètement changé nos vies. Les IDE ont mûri, ce qui veut dire que oui, on a des systèmes plus complexes qui ont une grosse courbe d'apprentissage. On a aussi des outils qui permettent de mieux les appréhender. Si je parle du plugin Symfony 2 de PHP Storm, je pense que j'aurai beaucoup de têtes qui vont aller du haut vers le bas, parce que ça simplifie quand même très grandement la vie. Donc oui, les choses restent complexes, mais les outils se simplifient. Et oui, un éditeur comme Sensio pour Symfony ou Zend va développer autour de son outil des outils permettant de faire du meilleur travail. Oui, c'est une forme de vendor lock-in, mais je pense que c'est aussi un deal qui marche plutôt bien pour nous. En tout cas, en ce qui me concerne, il marche très très bien et je prends beaucoup plus de plaisir à développer depuis 3 ou 4 ans, moins 2 ou 3 ans, qu'il y a 4 ans, très très clairement. Donc nous, on s'est retrouvés avec ce PHP qui a changé, avec ce framework qui faisait bien des choses que nous faisions. Nous avions un système de template, nous avions une couche d'ORM, nous avions toutes nos librairies de manipulation, de file system, de cache, etc. Nous avions, comme tout le monde, réinventé toute la roue. Il faut dire qu'à l'époque, c'était à peu près la seule obligation, parce que demander aux gens d'installer des composants pairs à la main pour faire fonctionner un outil, c'était pas viable. Donc on ne le faisait pas, comme personne. Donc on a eu une réflexion très simple, on s'est recentré, et c'est là quand même qu'en voyant la présentation de François, je me dis c'est pas si mal, sur notre domaine. Et notre domaine, il faut être très très clair, c'est le contenu. Donc le contenu, de notre point de vue, c'est quelque chose qui est complexe. Ça peut être simple, on s'intéresse surtout aux aspects médias, mais le contenu, on le retrouve absolument partout. On a tous du contenu, que ce soit des offres d'emploi, des recettes de cuisine, des films, des articles, qui est un type très classique. Ce contenu, on s'est demandé qu'est-ce que c'est du contenu, en quoi est-ce que c'est contraignant pour un développeur. Le contenu, en ce qui nous concerne, c'est déjà quelque chose qui est versionné. On doit pouvoir revenir en arrière sur du contenu, voir les versions archivées, valider différentes versions, les comparer. Du contenu doit être sécurisé. Le contenu n'est en général pas destiné à tout le monde, lié d'une manière ou d'une autre à les utilisateurs. Le contenu doit être flexible. Le contenu ne peut pas être un titre, un corps, des tags et une image. Tous les systèmes qui sont partis de ça, aussi bien WordPress que Drupal, se sont flexibilisés, ont ajouté cette flexibilité. Sans vouloir jeter de pierre, nous avions un modèle flexible il y a une douzaine d'années, où le contenu n'était pas figé. C'est quelque chose que nous avons conservé, et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est quand même toujours demandé malgré tout. Le contenu, tous mes collègues sont pas entièrement d'accord avec moi, mais je sais que Patrick, ici présent, est d'accord avec moi. Le contenu est sémantique. Le web est sémantique. Oui, Google a des algorithmes très puissants qui vont tenter de remettre de la sémantique là où le web n'en offre pas. Nous devrions en offrir. Nous avons des micro-formats, nous pouvons dire quelque chose est un article, quelque chose est un avis, si une image est une illustration, quels sont ses ayants droit, etc. C'est quelque chose que nous devrions pouvoir dire. Et enfin, le contenu en général s'internationalise. On a ici pas mal de sponsors, par exemple Blablacar, pour qui l'international est, je pense, important. Et l'internationalisation, pour en avoir fait beaucoup, bah, c'est pas facile, en tout cas au niveau du contenu. Entre les jeux de caractères, les contraintes de chaque pays, et le simple fait de stocker du contenu multilangue, parce qu'on a déjà eu des clients qui nous ont demandé 124 langues, oui, c'est un peu contraignant. Donc ça, c'est ce sur quoi on s'est centré. Par contre, comme PHP a changé, on essaie maintenant de s'intégrer au lieu de s'imposer. Donc la ligne qui est en bas, c'est très simple, c'est une installation de Symfony en framework full stack, sur lequel on ajoute ce qu'on a fait nous, à savoir notre kernel qui est du contenu et uniquement du contenu. Donc c'est simplement le fait d'ajouter des fonctionnalités de contenu à un Symfony 2 full stack. Ce n'est pas comme ça pour l'instant que nous distribuons Easy Publish, parce que nous sommes partis sur ce que nous connaissions. Nous, on distribuait une application, donc on a continué à distribuer une application. Il va falloir faire un peu de travail auprès du département produit pour qu'ils comprennent que le monde a changé, mais c'est du travail qu'on va pouvoir faire. Donc ça, en ce qui me concerne, c'est la manière maintenant d'intégrer des briques permettant de gérer tout ce qui est contenu dans ce que l'on connaît. Donc du coup, forcément, dans un framework full stack, nous n'avons pas spécialement envie d'imposer. À ce sujet, du coup, je vais ouvrir une parenthèse post-François. J'ai réfléchi à ce qu'on avait fait, et la première question qui m'a été posée, c'est au niveau couplage, vous êtes comment? On n'est pas si mal en fait. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a commencé le développement de notre produit, à savoir du repository. On l'a commencé avant de choisir un framework. Donc on a développé indépendamment de tout framework. On a glissé un peu de Symfony par la suite dedans, à savoir le container. Mais en soi, un container, c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait retrouver dans absolument tout langage. Par contre, il me faudrait une bouteille d'eau. Il y en a ou... Bon, moi j'en ai une dans mon sac, je me sers. Excusez-moi.
Donc, à partir de ce container, qui est clairement un élément qu'on aurait sans doute dû toujours avoir dans PHP, ce genre d'élément dont on se demande pourquoi personne n'a implémenté vers 2005, je n'ai toujours pas trouvé de réponse, je suis un peu con de ne pas y avoir pensé, nous permet a priori d'en soit pas être spécialement lié à Symfony 2. Après, soyons francs, PHP en termes de gestion HTTP n'a toujours pas grand-chose de natif pour le faire. Symfony 2 ajoute des fonctions qui sont toujours très très utiles. Donc je pense que ça reste pour les années à venir un bon choix, mais je ne vois pas grand-chose qui nous bloquerait pour cette évolution vers quelque chose de plus micro-framework, parce que les API clairement identifiées type REST, à partir du moment où le contenu est accessible de manière complète via une API REST, a priori on n'est pas couplé. Donc ce que je vous montre est valable aussi bien pour une application standard que je pense pour l'avenir. Et en plus de ne pas s'imposer, on ne doit pas réinventer. Ça fait 15 ans qu'on dit qu'on ne doit pas réinventer la roue, c'est pourtant ce qu'on fait. Moi, des roues, j'en ai un paquet dans mon garage. J'en ai implémenté comme tout le monde, j'ai fait des petits projets. On est aussi parti du principe que Symfony et le web en général étaient un écosystème vivant, que les projets Composer, je ne sais pas où on est la courbe de... Moi, les projets GitHub, je ne sais pas à quelle vitesse évolue le nombre de projets, mais je pense que ça va encore de plus en plus vite. Donc il y a des gens plus compétents que nous. Par exemple, pour ce qui est Pager, on n'a pas eu envie de réinventer. Pager Fanta est une très bonne librairie qui gère ça très bien. Donc on s'est dit, on va simplement fournir les adapteurs qui vont bien pour pouvoir naturellement faire de la pagination. Après, comme ça, chacun retrouvera ses petits. Et de toute façon, si quelqu'un d'autre veut faire autrement, notre API est là pour permettre de refaire les mêmes choses soi-même. Idem pour les breadcrumbs, idem pour les menus, et pour toutes ces fonctionnalités qu'une fois de plus, on ne va pas réinventer. On ne maintient plus le moteur de template, Dieu merci. On ne va pas non plus aller maintenir ce genre de solution. On va simplement montrer comment nous les aurions intégrés, faciliter tant que c'est possible, documenter quand c'est utile, mais ne pas réinventer. Donc là, j'avais recherché une référence. On fait donc un passage clairement d'un système de gestion de contenu à un content framework. Certains me diront LCMF. Oui, on est clairement sur la même ligne que Symfony CMF. Mais bon, à un moment, si on avait aussi dit on va utiliser Symfony CMF, on n'avait plus rien à vendre. Et je pense qu'on a quelque chose à apporter de par notre expérience, qui est une réelle expérience avec des sites qui fonctionnent avec 500 millions de pages vues par mois dans différents pays. Et notre expérience, je pense, est valide, donc on s'est dit qu'on avait encore quelque chose à apporter. Et ce terme Content Framework, ce qui est amusant, c'est que j'ai fait des recherches sur les web archives, et ça a bien confirmé ce dont je me souvenais. Vers 2004, Easy Systems écrivait sur son site qu'Easy Publish était un CMS/CMF. Et c'est toujours vrai, sauf que maintenant c'est beaucoup plus vrai dans la mesure où on peut effectivement vraiment exporter ce qu'on fait, réutiliser. PHP n'était pas mûr pour ce genre d'affirmation à l'époque. On pouvait dire oui, c'est un framework documenté avec une API, mais ça n'empêche que je dois quand même utiliser tout le produit ou pas du tout le produit, et donc en fait j'ai aucune flexibilité. Maintenant cette flexibilité, grâce à PHP, grâce à l'écosystème, est devenue possible. Donc ce préambule étant terminé, là, je vais passer faire quelque chose d'un peu plus concret, qui oui va parler assez directement de ce que nous avons fait nous, mais en soi ce sont des problématiques qui sont des problématiques de contenu, qui vont se retrouver dans à peu près tout projet, à savoir ces questions qu'on aura à résoudre à chaque projet. Donc concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on a fait, c'est établir un langage de domaine. Donc c'est quelque chose, bon, c'est un passage qui est un peu rébarbatif, mais ça va prendre environ 2 minutes, donc ça devrait aller. Donc au cœur de tout ce qu'on a fait, on a un repository qui va s'apparenter à un content repository classique qui va fournir les éléments du contenu. Donc dans ces éléments, on avait ce modèle flexible. Donc ce modèle flexible est centré autour d'un principe de content type. Un content type, c'est simplement une entité qu'on va pouvoir instancier sous forme de contenu qui va contenir des champs. Et ces champs seront typés et nommés, comme par exemple un contenu de type article ou communiqué de presse, ou image, ou film, ou recette. Donc quelque chose de nommé avec ses champs propres, composés de différents champs. Et ces champs, c'est là qu'on touche au cœur du contenu. Ces champs sont différents, ces champs sont plus ou moins riches, ont des contraintes fonctionnelles, des contraintes métiers, et leur nom parle de lui-même. Par exemple, un titre, donc là on va parler de simple texte, un fichier, donc un élément qui peut se télécharger, peut être sécurisé, un réalisateur qui peut être une personne qu'on va chercher ailleurs dans une autre table d'information ou dans une table métier externe, une année de sortie qui donc aura des contraintes qui peut-être ne pourra être qu'à 4 chiffres, etc. Une affiche d'un film, un diamètre pour décrire un objet, un poids, etc., etc. Tous des éléments qui devront idéalement pouvoir être identifiés en tant que tels et pas simplement en tant que champ ou ligne ou données. Donc un type de contenu composé de différents champs. Ces différents champs sont composés de types
de field type. Et ces field types, là, on touche au cœur du modèle de contenu. C'est là qu'on identifie, on va dire, ces entités atomiques qui sont la base de tout contenu. On a vu tout à l'heure une ligne de texte. Une ligne de texte, c'est relativement simple. C'est vide, c'est pas vide, ça a une longueur maximale. Chacun a ses options. Ces options sont paramétrées quand on instancie. Par exemple, un numéro ISBN, si on n'a pas de type particulier, sera une chaîne ayant une longueur entre X et Y. Bon, après, on a un type ISBN parce que c'est un élément qui a ses validations propres. On a du texte riche, qui est un peu la base du contenu. Ce point assez compliqué à gérer. Je reviens vite fait après sur ce que comporte notre texte riche. Mais texte riche qui doit être indépendant du design. C'est un des éléments sur lesquels on a dépensé beaucoup en maintenance depuis une douzaine d'années. On ne stocke pas du HTML. Parce que si on veut envoyer ça vers notre plan de travail tactile ou vers notre montre, bah le HTML, ça passe peut-être pas. Si on veut l'envoyer vers un prompteur sur une télévision, ça ne passera pas non plus. Donc on doit stocker quelque chose de plus abstrait. On aura des relations entre le contenu. Pouvoir dire que tel contenu est relié à tel autre, quelle qu'en soit la raison. Peut-être des relations avec des attributs particuliers. Par exemple, établir une relation familiale entre deux personnes. Une adresse email, c'est un contenu qui se valide, sur lequel on peut faire des opérations, ou un lien. Une fonctionnalité très simple liée à une URL, c'est le fait d'aller vérifier si l'URL est valide. Si l'URL renvoie une 404, on doit sans doute vouloir faire quelque chose au niveau du site, peut-être ne pas l'afficher. Et pour ça, on a besoin de l'identifier comme tel auparavant. Une localisation géographique avec latitude et longitude, une case à cocher, on en a une trentaine. Et c'est vraiment le cœur du système de contenu qui apporte cette flexibilité. Bon, après, ça va aller vite. Ces types de contenus sont instanciés par les éditeurs sous forme de contenus qui ne sont pas publiés. Ces contenus sont composés de N versions. Et ces versions, ces contenus sont placés dans un arbre. Donc là, on est sur voilà, structuration et composition du contenu. Vraiment rien d'extraordinaire. Ça, c'est notre domaine. Il y a quelques autres éléments comme les alias d'URL pour avoir du routage dynamique. Mais ça, c'est vraiment le cœur. Donc ça, c'est le domaine qu'on a établi. Après, on s'est retrouvé avec des fonctionnalités qu'on avait développées, dont on avait l'habitude, qui n'existaient pas dans Symfony. Donc c'est des choses qu'on a ajoutées nous. Par exemple, une histoire de contexte d'exécution. C'est quelque chose qu'on a depuis longtemps aussi, où on s'est rendu compte que suivant par quel site, par quel moyen on va rentrer dans un site, on peut vouloir faire des choses différentes. L'exemple de base, c'est la langue. Où on peut avoir deux langues, et suivant cette langue, on peut avoir par exemple des éléments de design qui vont être différents entre les deux pour être traduits, ou simplement parce que les responsables marketing ou autres de tel ou tel pays ont des attentes différentes. Donc on a considéré que suivant par quelle URL, quel port, etc. on accédait à un site, on devait pouvoir gérer une configuration différente. Donc on a surchargé les paramètres de container pour pouvoir avoir des paramètres dynamiques, variables suivant si on accédait par un site mobile ou par un site statique, si on accédait à un site français ou un site anglais. Ça a pas mal d'intérêt. C'est quelque chose qu'on va sans doute essayer de reverser de manière générique, parce que ça nous évite environ 90% de nos factories. Donc ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est à peu près, c'est un des seuls gros ajouts qu'on ait fait, cette histoire de variables contextuelles. Et enfin, on a le cœur du contenu quand on fait du Symfony, qui va être simplement afficher du contenu. C'est l'élément de base qu'on a tous à faire, on a des contenus stockés quelque part, on veut le rendre. Ce contenu, on va retrouver en général 2 à 3 moyens, toujours les mêmes, de le faire. La première chose, on va avoir une route. On va avoir un contenu qui correspond qui a une adresse, on va vouloir accéder à cette adresse et avoir son contenu. Donc en haut, j'ai fait une sorte de mytho arbre de contenu, où on a un contenu racine, vert sur noir, c'est pas du tout lisible, qui est dans un dossier nommé article, qui est dans une catégorie nommée technologie, qui est traduite en anglais, et qui a un titre, le contenu simplement. Ça correspond à un exemple ultérieur de la présentation, qui est aussi de type article et qui a un identifiant. Comme j'ai dit, le multilangue est quelque chose qu'on gère bien, on en est assez fiers. Et dans ce multilangue, on a le fait d'avoir des URL hiérarchiques traduites. On voit ici que le dossier article, bon, évidemment c'est un très mauvais exemple parce qu'article en anglais et en français c'est la même chose. Donc c'est pas très très parlant. Mais les URL seront automatiquement générées suivant la structure du contenu. Le contenu en question, je l'ai mis plus tard dans la présentation de traduit en japonais, avec des URL translittérées pour être utilisables. Et suivant ces URL dynamiques, on a simplement un routeur dynamique qui utilise d'ailleurs le chain router de CMF, qui va aller déterminer à quel contenu ça correspond et appeler un contrôleur. Donc ça, c'est la base, ça se fait tout seul, sans rien de particulier à faire. De manière exactement identique, on va trouver des subrequests, quelque chose qu'on va faire dans Symfony de manière naturelle, donc on peut utiliser ces contrôleurs natifs. Les contrôleurs pour afficher du contenu, afficher un emplacement,
effectuer une query dans le repository, en afficher les résultats, qui se fait exactement de la même manière, simplement basé sur les identifiants. En plus de ça, un contenu, ça doit être affiché d'une manière particulière. Chaque contenu est affiché avec son propre look. Pour ça, on a un choix automatique de template. C'est là qu'on tombe dans cette configuration contextuelle dont je parlais. On est ici dans la configuration Easy Publish. Non, en l'occurrence, ce n'est pas la config contextuelle. On a cette clé default en haut, qui en fait est ce contexte. On aurait pu avoir à la place site mobile, interface d'administration ou n'importe quelle autre clé pour faire changer justement ce paramétrage suivant comment on accédait au site. Et en dessous, on va simplement dire que quand on appelle une vue nommée bloc, article est simplement une clé unique, et que le type de contenu de cet élément est article, on va utiliser tel template. Ça, c'est la base, c'est à nouveau un portage et une adaptation à Symfony de ce qu'on avait auparavant, qui était un système de surcharge de templates. On a une quinzaine de conditions permettant de choisir, ce qui fait qu'on peut vraiment essayer d'adapter suivant par exemple la section de son site, ou la langue, ou plusieurs autres critères, choisir tel ou tel template de manière plus ou moins granulaire. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin, pour des cas standards, d'aller surcharger le contrôleur. D'où l'idée de développer rapidement. On a son contenu, la route dynamique est automatique, le template se paramètre en quelques lignes. On reste évidemment à écrire le template, mais ça, je pense que personne ne veut qu'on écrive le template à sa place. En plus de ça, on s'est dit un jour, changer de template c'est bien, autant pouvoir changer aussi de contrôleur. Donc on peut aussi surcharger le contrôleur de la même manière. Là, on retrouve une syntaxe Symfony standard, où on référence son contrôleur en tant que service ou via la syntaxe full stack, contrôleur qui sera utilisé en lieu et place d'une autre, avec quelques éléments d'API permettant de personnaliser ce contrôleur sans pour autant tout réécrire. Ça, c'est l'utilisation directe. Ensuite, on a une utilisation un peu plus intégrée, qui va aussi s'utiliser dans les templates, qui est simplement le fait de manipuler du contenu. Parce qu'après tout, c'est bien déjà d'avoir une API qui va assigner des variables contenant des éléments riches dans un template, encore faut-il pouvoir les exploiter. Par exemple, un truc aussi bête qu'afficher le nom d'un contenu. Oui, mais le nom d'un contenu peut être en plusieurs langues. Donc peut-être que par rapport à la langue actuelle qui aura été automatiquement détectée soit par l'URL, soit par les langues acceptées par le navigateur, je voudrais automatiquement prendre la langue correspondante. Mais si cette langue n'existe pas, peut-être que j'ai dit que pour mon site allemand, si le contenu allemand n'existe pas, je veux à la place avoir le contenu anglais. Et s'il n'existe encore pas, bon, là, je suis embêté, en fait mon contenu n'aurait pas dû être affiché. Donc c'est une fonction content name qui va tout simplement aller chercher le nom dans la bonne langue par rapport au contexte du contenu et l'afficher. Ensuite, simplement, avoir la valeur d'un field. Une valeur d'un field, le problème c'est que c'est quelque chose de... Le field value en soi c'est assez inutile, en soi c'est juste une clé sous l'élément content. Ça permet d'avoir la value étant un objet statique, prédéterminé, documenté, qui a différentes caractéristiques. Une ligne de texte, c'est très simple, ça a une seule propriété qui est le texte. Une URL, c'est un peu différent, on aura déjà un titre pour l'URL, on aura l'adresse elle-même. Une relation d'objet, on peut avoir des propriétés de l'objet ou l'objet lui-même. Une image, on peut avoir sa taille, on peut avoir l'URL laquelle elle est disponible, qui peut éventuellement être une URL externe. Donc cet élément sera plus ou moins complexe. Après ça, ce easy render field, là, c'est plus intéressant. C'est qu'on peut parfois simplement vouloir rendre un champ. Le champ est d'un type quelconque, on itère sur les champs, on les affiche. Mais ces champs, comme je viens de le dire, sont très complexes, ont tous des différences en termes de comment ils sont structurés et ce qu'on va vouloir afficher. C'est pour ça que chaque champ est livré avec ses propres templates d'édition et d'affichage. Templates qui sont surchargeables. Par exemple, dire quand j'affiche un titre dans la section nature, un champ de type texte nommé titre dans la section nature, je vais utiliser un template différent pour avoir un markup différent, pour le retravailler d'une autre manière. À nouveau, le but étant de le faire aussi simple que possible, sans avoir à aller tripatouiller dans les particularités du CMF, et simplement utiliser ce qui est présent. Et enfin, quelque chose de très bête, quand on a sorti la version 5.0, la première réécriture, on nous a dit, mais comment je teste si un champ est vide? Ah oui mince, c'est vrai que vide, pour une relation ou une matrice de données ou un booléen, c'est pas la même chose. D'où une fonction pour tester si un champ est vide. Et là, on a à peu près fait le tour, en fait. Le reste, on tombe sur du Twig, standard. On a des fonctions, tout ce qui est plus classique. On peut utiliser toutes les fonctions classiques pour aller reformater, modifier. Et on n'a pas ajouté grand-chose d'autre. Quand c'est utilisable, les subrequests sont à être utilisés. Quand c'est applicable, par exemple, pour une relation, justement. Mais en termes de Twig, ça s'arrête là. Et je pense que c'est nécessaire de ne pas imposer plus qu'il n'est utile, de manière à justement limiter la courbe d'apprentissage et éviter qu'on ait besoin de se former pendant 4 ans à un produit, ce qui était le cas auparavant.
Donc ça, c'est pour le routage dynamique, l'utilisation des contrôleurs et l'utilisation dans les templates. J'ai parlé tout à l'heure d'utilisation potentielle de manière micro-framework plus découplée. Après avoir établi le domaine, la deuxième chose qu'on a fait, c'est établir l'API de ce repository qui correspondait au domaine. Ça a été fait avec on va dire un architecte qui ne venait pas du même monde que nous, qui avait une cinquantaine d'années, qui venait du milieu bancaire, qui avait fait beaucoup de Java. Ça a été une grosse leçon d'humilité, parce que oui, il répondait la plupart du temps « non, j'aime pas ». Et donc ça a été assez frustrant, mais au final, après 2 ans de recul, on s'est rendu compte, ok, l'expérience, c'est utile, on s'est beaucoup moqué de Java, mais il y a quand même de la compétence, et c'est vrai que peut-être qu'en objet, ils sont dans l'ensemble un peu plus expérimentés que nous, d'accord. On a beaucoup appris. Donc on est arrivé avec une API qui était centrée, là à nouveau, heureusement, on est dans quelque chose d'assez moderne, sur les services gérant le contenu, les emplacements, les sections, les utilisateurs, la recherche, et 2 sur les objets de valeur. Les objets de valeur qui sont des classes, tout ce qui est le plus simple, qui n'ont aucune méthode, à part peut-être un export sous forme de string, et qui sinon ne font que stocker et sont utilisés par le repository pour retourner. On avait été très très embêtés dans notre ancienne version, parce qu'en fait, à l'époque, les tags add public en PHP doc, etc., et sans même parler de la visibilité, à l'époque de PHP 4, ça n'existait pas, il n'y avait pas de visibilité. N'ayant rien marqué privé, tout était public. Donc je ne vous raconte pas la maintenance d'1 million de lignes de code quand tout est public et qu'on ne peut toucher à rien sans que quelqu'un, quelque part, au fin fond d'un quelconque pays, hurle parce qu'on a cassé un truc qui lui est indispensable. C'était la première chose qu'on voulait éviter. On voulait pouvoir maintenir ce qu'on avait fait. Plus pourquoi je vous disais ça. Si, voilà. Donc on a mis toute cette API, on les a mis dans des interfaces très simples qui sont dans un namespace particulier, et on a dit ça, c'est établi, et sur ça, on ne cassera pas la compatibilité. En dessous de ça, bon, je ne l'ai même pas indiqué ici, le but c'est pas de parler spécialement des entrailles, mais on voulait quand même rester évolutif. On savait que oui, d'accord, on a un framework web moderne, mais le web change et il va sans doute pas s'arrêter, il ne va pas nous attendre. C'est pas parce qu'on a décidé que Symfony 2 était actuellement un bon produit que dans 3 ans on n'aura pas une solution différente. Donc on a établi une couche de persistance, c'est là qu'on a eu un peu de doute au début sur notre architecte, c'était sûr, c'est quand même très très compliqué ta couche de persistance. Donc oui, on a beaucoup de layers, ça a pris un petit peu d'adaptation parce que c'était pas vraiment dans ça qu'on était, mais on est a priori abstrait au niveau stockage. En dessous de cette API, on pourra remplacer le système de stockage sous-jacent, parce que ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'en fait on s'est dit, on aime bien la backward compatibility, c'est quelque chose qu'on a maintenu pendant 12 ans, 12, qu'est-ce que je dis, 15 ans, on ne va pas arrêter maintenant. On avait beaucoup de bases installées, avec une grosse base de données à la structure discutable, je vais être généreux aujourd'hui, mais qu'on voulait pouvoir faire évoluer. Mais on ne pouvait pas en même temps tout réécrire, changer le framework, changer d'API et changer de moteur de stockage. Là, on perdait tout le monde. Donc on s'est dit, ok, on va faire une première couche de persistance, mais qui est basée sur nos données actuelles. 0 migration, 0 update SQL. Donc on a fait ça avec cette implémentation. Et on a déjà un prototype permettant de le changer, et la bonne nouvelle quand même, c'est que ça marche. Donc a priori, on pourra basculer de le stockage actuel à d'autres stockages, NoSQL ou pas, déporté ou pas, on verra ce qui apparaîtra. Mais on a essayé de se blinder sur ça de manière à pouvoir survivre. Donc ça, c'est à peu près notre API, des services et des value objects. Montrer 2-3 exemples de code. Nos services sont évidemment dispo sous forme de services Symfony. Donc injectable dans n'importe quel code métier. Là, je ne m'étends pas sur le fait d'aller intégrer ce code-là, mais une API claire et identifiée, le but est évidemment de la réutiliser ailleurs quand on en a besoin, utiliser éventuellement pour stocker des éléments riches ce domaine de contenu, et après aller l'utiliser dans son métier, sans pour autant utiliser notre contrôleur, utiliser nos fonctions Twig, et faire simplement ce qu'on a à en faire, et éventuellement l'utiliser pour entièrement autre chose. Nous, on s'en fiche. Donc on a ces services qui sont dispo, ces services qui ont une API à peu près unifiée, en load content pour charger un content, load location pour charger une location, une API volontairement limitée de manière à ce qu'on puisse la maintenir. On voit en bas par exemple comment remplir une structure de contenu avec un titre en 3 langues, créer ce contenu, publier ce contenu. C'est une API, en soi on n'a rien inventé. Cette API a un pendant qui, au niveau langage de domaine, est exactement équivalent, qui est une API REST. API REST qui fonctionne en XML et JSON. C'est une API, a priori, 95% HATOAS, on a essayé de la faire vraiment RESTful. On est en train, en parallèle, de développer notre nouvelle interface d'administration qui est basée dessus.
Oui, on arrive à n'avoir aucune construction manuelle de lien, ce qui est censé être la chose à faire. On a eu de longues discussions sur le sujet. Est-ce que c'est un truc académique dont tout le monde se fiche, ou est-ce que c'est quelque chose d'utile? On espère que c'est utile. Donc une API REST, tout simplement. Là, je vais passer très rapidement sur ce qu'on ajoute d'autre, parce qu'en soi, c'est rien d'extraordinaire. Une gestion d'utilisateur, comme j'ai dit, du contenu, c'est sécurisé. Pour sécuriser du contenu, il faut une identification quelconque. Mais en gros, on a réimplémenté ce qu'on avait au niveau des rôles. Donc on a des rôles utilisateurs, un utilisateur anonyme, un éditeur, un VIP, un utilisateur identifié. Mais on s'est dit, OK, il faut pouvoir remplacer ça par First User Bundle, pour que les gens puissent travailler avec ce qu'ils veulent, ou autre chose que First User Bundle. Donc une gestion utilisateur assez complexe pour gérer les permissions sur un site. Le contenu riche, c'est un des éléments importants. Depuis 15 ans, tout le monde nous demande un éditeur WYSIWYG personnalisable, sur lequel on puisse injecter sa propre CSS, avec un rendu qui puisse varier suivant le device qu'on utilise, etc. etc. On fait du stockage en docbook avec une saisie en HTML5, XML ou Markdown avec une transformation XSLT. Donc si ça ne satisfait pas les gens, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais ça fonctionne bien. Et voilà, donc c'est un éditeur XML et pas un éditeur HTML, y compris pour les relations dans le contenu. Par exemple, les liens dans le site seront des liens entre les éléments qui seront dynamiquement rendus. Donc déplacer un contenu, par exemple, n'est pas un problème. Pour nous, un contenu ne peut pas être fixe à un endroit, une URL ne doit jamais être en dur, et un contenu doit savoir par où il est passé, pour gérer par exemple, les redirections permanentes en cas de renommage, etc. etc. Un élément qu'on a... j'ai raté une page. Un élément qu'on a un peu personnalisé, nous on est habitué à avoir un cache, on est habitué à avoir du cache pour les utilisateurs identifiés. C'était quelque chose qui pour nous était normal. Bon d'accord, il faut dire qu'on avait des problèmes de performance assez lourds. Donc on avait du cache pour les utilisateurs identifiés. D'un coup on s'est rendu compte, Varnish non, Varnish les utilisateurs identifiés, non, ils n'ont pas de cache. Ils ont la version non cachée. Donc on a un collègue a fait des recherches, a trouvé des histoires de user hash échangés entre le reverse proxy et Symfony. Ça a été intégré entre-temps à face HTTP cache. Donc on a du cache pour les utilisateurs identifiés. On a aussi une purge par rapport au contenu. Chaque contenu, on indique au reverse proxy à quelle partie de l'arbre il appartient. Et quand par exemple on indique que le grand-parent d'un contenu doit être mis à jour quand il est publié, ça va être simplement fait avec des requêtes purge ou ban sur Varnish. Donc la gestion du cache pour tout ce qui est contenu est automatique. Parce que d'expérience, sinon les gens ne le font pas. J'ai parlé tout à l'heure d'intégration. Donc dans les éléments qu'on utilise, on utilise Doctrine DBOL, pas ORM, simplement la couche base de données. On utilise PagerFanta, First User Bundle, on a intégré Imagine Bundle dernièrement pour les images, on a intégré Fly System pour la gestion des fichiers. Nous, on a envie d'utiliser tout cet écosystème et c'est un plaisir justement de travailler avec tout ce qui est fait et de ne pas refaire les choses. Système extensible, je ne vais pas m'étendre dessus, j'ai parlé de système de stockage, on peut en écrire d'autres, ce qu'on va faire nous. Je ne sais pas si quelqu'un dans nos partenaires en fera un personnalisé un jour, mais on l'espère. Et les types de données. On a réfléchi par exemple très dernièrement, quand on était à notre conférence, à un type range pour indiquer une valeur minimale et une valeur maximale avec des contraintes. Parce qu'on avait un use case particulier, on parlait de bière. C'était sur une conférence, on avait bien envie de parler de bière. Et les bières, on s'est rendu compte qu'en plus de propriétés particulières, comme par exemple la International Bitterness Unit qui indique le degré d'amertume d'une bière, j'ai appris plein de choses, il y a une température idéale de consommation. Donc on voyait 4 à 7 degrés, entre parenthèses fresh. Ah ben ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire. On a dit que c'est entre moins 5 et 20 degrés, et que si on rentre entre 4 et 7, ça correspond à fresh. On l'a pas fait, mais c'était le type d'extension auquel on pouvait penser. Ça couvre à peu près notre domaine en fait. On n'a pas grand chose de plus à ajouter. Bon, maintenant, il y a un truc assez évident, c'est que ce contenu, il faut le saisir. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc ça s'appelle l'interface d'administration. Et nous, on a fait le choix justement d'attendre avant de la réécrire. On a réécrit d'abord tout le domaine, tout notre cœur de métier, avant de même toucher à l'admin. Du coup, on a assez sournoisement sandboxé l'ancienne application dans la nouvelle avec des legacy, avec des callbacks via des closures, etc. de manière à conserver un max de compatibilité. Et en fait, notre ancienne admin, que j'ai violemment barré, est toujours utilisable. C'est là que c'est assez intéressant, c'est réussir à faire évoluer le nouveau système et les nouvelles interfaces, tout en restant compatible avec l'ancien. Et là, merci l'injection de dépendance, on peut quand même assez violemment bidouiller les choses et faire que ça marche. Mais en parallèle, évidemment, on a lancé le développement d'une nouvelle interface qui fonctionne, qui commence à fonctionner, qui est entièrement Ajax. Je pensais l'avoir mis en bas. Oui, en fait, elle est basée sur YUI, une question qu'on m'a posée dernièrement.
Donc notre mois de septembre n'a pas forcément été un des meilleurs qu'on ait vécu quand on a vu que YUI était arrêté. Mais bon, après on s'est dit c'est open source, si ça marchait hier, ça marchera demain. Il n'y a pas de bug critique, donc il n'y en aura pas plus après-demain. Donc allez à Jack Test, de toute façon je ne fais pas de front-end. Et ça couvre à peu près tout. Donc je vous invite à aller sur join.in pour critiquer, noter ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez me trouver sur GitHub. Et y a-t-il des questions ? Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question sur la version d'Easy 6. Est-ce que vous avez une date définitive de sortie? Mai ou novembre 2015. D'accord. Oui, c'est un ou. En fait, Easy 6, bon, déjà, il n'y aura peut-être pas d'Easy 6, ce sera sans doute Easy Platform 1.0. Ça, c'est un ajout que je tiens à faire, c'est qu'on a envie maintenant de faire du socle technique un vrai logiciel open source et d'aller gagner de l'argent autrement. Donc on est en train de s'interroger. Mais en tout cas, ce qui pour nous est clair, c'est qu'une telle solution ne sera adoptée que si elle est vraiment libre. Et en fait, Easy 6 ou Easy Platform 1.0, ce n'est que ça, mais sans la partie legacy. Et sans la partie legacy, j'ai fait une install, parce que je voulais quand même pas débarquer devant vous, vous raconter, voilà, on peut plugger Easy Publish dans Symfony, sans avoir essayé. Parce que c'est pas comme ça qu'on distribue. Donc j'ai fait cette install, et j'ai un Easy Publish qui tourne sans aucune des briques legacy. Ça a demandé de faire 4-5 lignes de changement, des petites fuites. Mais en soi, on va dire qu'il y a déjà une alpha qui existe. Lui est en train d'être développé. Je pense que lui, on aura une alpha officielle vers le mois de mai. Donc on pourra déjà commencer à voir à quoi ça ressemblera au printemps, je pense. Merci. Encore une autre question, encore 5 minutes à peu près. Hier, on a eu une présentation sur Drupal 8. Finalement, entre Easy Publish et Drupal 8, les deux sont partis sur du Symfony 2. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas si je connais assez Drupal 8 pour répondre à la question. Nous, ce qui faisait la différence, c'est une différence partagée. Déjà, on est un éditeur. Il faut être franc, actuellement, on contribue 98% du code. Ce qui nous a permis, nous, de décider un jour, ok, stop, on va passer en Symfony 2 full stack. Une de nos forces, je pense, c'est de pouvoir à un moment forcer une décision qui déplaira à une partie de notre communauté. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait. Et après, je pense qu'on a l'avantage principal d'avoir quelque chose qui est plus packagé, où on n'a en soi pas besoin de regrouper différentes briques au sein du modèle de contenu pour avoir quelque chose qui fonctionne. Après, honnêtement, je pense que Drupal 8 fait aussi du très bon travail, mais j'ai juste envie de dire qu'on est sans doute meilleur. Mais après, de rentrer dans le détail, ne le connaissant pas assez, j'ai pas envie d'aller raconter n'importe quoi, tout simplement. Bonjour. À l'heure actuelle, sur le Easy, même le Easy 5, quand on crée du contenu en admin, pour faire une recherche, on est obligé de passer par Legacy en utilisant une extension que vous avez développée, EasyFind, qui se base sur Solar. Est-ce qu'à l'avenir, assez proche, vous comptez déployer un bundle sur Solar ou même sur d'autres moteurs comme Elasticsearch par exemple? Non, pas à l'avenir, au présent. En fait, dans cette couche de persistance, la partie recherche est abstraite aussi. En l'occurrence, maintenant la recherche fonctionne nativement via l'API, via MySQL, ça c'est l'ancienne table, ou Solar ou Elasticsearch. Donc en fait, Elasticsearch est déjà implémenté, là on est juste en train de finaliser la configuration du container. Donc on peut déjà effectuer ces recherches avec Elastic ou Solar. Tout simplement. Une dernière. Merci à tous et une bonne fin de forum.